Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à cette discussion sur la Syrie, où on est la Syrie aujourd'hui, dans le cadre de la chaire Yves Oltramar. C'est un grand plaisir d'accueillir ici Patrick Henny, qui est chercheur en sciences sociales et spécialiste de mouvements sociaux et de la formation de l'État au Moyen-Orient. Et Patrick, il est docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris, si j'ai bien compris. Et il travaille au CEDEJ, CNRS au Caire, et à la International Crisis Group pour le Liban, et à l'Institut universitaire européen à Florence, où je suis aussi, donc enchantée. De vous rencontrer ici. Et il vient de sortir il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle L'islam de marché chez Seuil, la République des idées, qui me semble extrêmement... Voilà. Enfin, c'était écrit 25 2005. 2005 ? Ah, pas 25. Et est-ce qu'il y a une prochaine édition ? Mince alors. Mince alors. Bon, en tout cas, le livre, même s'il date, semble extrêmement intéressant. Donc, je me réjouis d'entendre un peu de contexte. Et donc, voilà Patrick. Et un autre collègue d'ici, Jérôme Treuron, qui est chercheur au CCDP, Centre on Conflict Development and Peace Building, ici, et qui est aussi analyste au International Crisis Group, et qui fait des recherches sur l'évolution des groupes armés non étatiques, notamment des organisations djihadistes, et les interactions entre ces organisations et l'État et les ONG. Et vous avez publié ensemble un livre qui s'appelle From Jihad to Politics, Syrian Jihadists Embraced Politics. Ah, oh. Mince alors, je fais tout faux ici. Pardon, ça c'était le livre de Jérôme. Oui, c'est vrai que... Et le livre qu'ils ont coécrit s'appelle Transformed by the People. Et maintenant, 25. Dites-moi que c'est juste. Absolument. Voilà. Donc, ce que je viens d'apprendre, donc ils ont une demi-heure pour introduire leurs idées. Ils vont faire ça un peu en tandem, donc je ne leur donne pas 15 minutes, mais ils vont parler ensemble pour nous situer, nous expliquer où on est la Syrie au présent. Je suis très curieuse d'entendre. Et après, nous aurons une demi-heure pour la discussion dans la salle. Donc voilà, je ne sais pas comment vous voulez commencer, mais bienvenue et c'est un honneur de vous accueillir ici. Peut-être on leur donne un petit applaudissement avant de commencer. Bon, très bien. Écoutez, merci tous d'être là. Et en fait, j'avais entendu que c'était des lunch discussions. Et en fait, je me rends compte qu'on vous prive de repas en venant ici. Donc, double appréciation pour être venu aujourd'hui. On va peut-être faire deux choses, si vous voulez bien. Parler un peu du livre qui narre l'histoire de la transformation de ceux qui ont pris le pouvoir à Damas en décembre de l'année passée et qui en fait ont subi une espèce de mue idéologique sur les 7 à 8 dernières années. En fait, c'est l'histoire de ce bouquin. Donc quelque part, avec la prise de pouvoir de Damas, le bouquin est déjà un peu un bouquin d'histoire. Et évidemment, ce qui sera intéressant, c'est de tirer un peu les leçons de ce qu'on a pu dire dans ce livre pour essayer de faire un peu de projection et comprendre qu'est-ce qui se passe à Damas aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce que l'équipe dirigeante qui gère tant bien que mal le pays se situe en continuité ou en rupture avec ce qu'elle avait déjà mis en place en termes de structure de pouvoir, de gouvernement local, de vision idéologique et politique dans leur bastion, dans leur fief de Idlib, qu'ils contrôlent en gros depuis 2019. Donc, juste avant qu'on en vienne directement sur la substance, juste 2-3 éléments de précision sur comment est-ce qu'on a fait notre terrain. C'est un terrain qui n'a pas vraiment été
académique, il y a eu beaucoup de bricolage. En fait, je pense que tout le monde bricole toujours un peu, mais on a fait un double bricolage. En fait, on a fait un bricolage sur le terrain et ensuite un bricolage intellectuel dans l'écriture du bouquin. On espère que les deux ont marché. Le bricolage sur le terrain, pour commencer par lui, en gros, on était Jérôme avec International Crisis Group et moi engagé actuellement dans le Centre pour le dialogue humanitaire, qui est une organisation de médiation basée ici à Genève. On a une vieille histoire de discussion et d'engagement des groupes armés en Syrie qui remonte en fait pour les deux en gros à peu près 2012, à l'époque où Hayat Tahrir al-Sham était encore Jabhat al-Nusra, était encore affilié directement à Al-Qaïda. Et en 2019, le leadership du mouvement commençait à se dire voilà, il faut changer, il faut se désenclaver, il faut s'ouvrir sur l'extérieur. Et en fait, c'est pas nous qui sommes allés chercher, mais l'inverse. Et donc depuis 2019, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, et entre 2019 et la prise de Damas en décembre 2024, en fait, on y allait très régulièrement. Tous les 3 mois, on était sur place. C'était l'occasion de voir la société, les dirigeants du mouvement, Abou Mohamed al-Joulani lui-même, Ahmed Shara aujourd'hui, son inner circle, Assad al-Shaybani, le ministre des Affaires étrangères, Mourhaf Abou Qasra, le ministre de la Défense, et un personnage clé qu'on voit un peu moins dans les médias, Abderrahim Atoun, qui est maintenant le conseiller en affaires religieuses du président. Donc on avait un peu la vue du leadership et on a pu les voir évoluer et se transformer au cours de 5 ans, ce qui était assez exceptionnel dans la mesure où les dialogues qu'on avait avec eux, il y avait un peu de médiation parce qu'on était là pour ça, mais il y avait aussi beaucoup de discussions un peu de type à la fois stratégique et ontologique. Stratégique au sens quels sont vos objectifs et ontologique sur qui vous êtes. Et en fait, le bouquin vraiment porte là-dessus. Alors sur le bricolage du bouquin, et après je vais passer la parole à Jérôme dans 1 minute et nous essayer à notre exercice de ping-pong intellectuel qu'on a mis en place suite à une conférence à l'université de Pékin qui n'a aucune relation avec le ping-pong. On ne va pas être dans les clichés extrêmes orientalistes cette fois-ci, mais ça avait assez bien marché. Donc sur le bricolage intellectuel, en fait, l'approche qu'on voulait faire en se disant finalement HTS est une bizarrerie dans le paysage djihadiste et la transformation qu'ils ont fait est en soi assez unique. C'est un cas assez exceptionnel où un mouvement qui prend le pouvoir localement dans un territoire qu'il contrôle et qu'il va contrôler complètement depuis 2019 décide de manière assez consciente d'entamer une transformation qui va aller avec une série de concessions idéologiques. On appelle ça déradicalisation, on assume le terme, je sais que le terme de radicalisation est problématique, la déradicalisation du coup le sera par extension aussi, on peut en discuter si vous voulez. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est finalement ce mouvement décide en position de force de faire une série de concessions significatives sur ce qui était leur credo doctrinal et idéologique depuis à peu près une décennie. Et en fait, c'est unique parce que c'est pas le premier cas de mutation idéologique de mouvement djihadiste. On a eu ça en Égypte, on a eu ça en Libye, on a eu ça en Arabie Saoudite, mais c'est le premier cas où en fait la mutation s'est faite par le politique, c'est-à-dire c'est un mouvement qui dirigeait, même si c'est que de manière locale, et ça s'est fait en position de force et pas en position de faiblesse. Donc ça le rendait d'autant plus intéressant qu'ils ne pouvaient pas, ils vont être moins soupçonnés de pratiquer la taqiyya, de pratiquer la dissimulation. Donc quelque part, on s'est dit peut-être que ce mouvement-là, plutôt que de le regarder sous des lunettes, sous une grille d'analyse comparative avec d'autres mouvements djihadistes, peut-être qu'il faudrait élargir le champ et de se dire finalement, ce mouvement-là fait
ou répond à des contraintes dans une situation où il est déjà, avant même avoir pris la prise de Damas dans son fief qu'il contrôle, dans une situation post-révolutionnaire, au sens... il n'était plus dans la logique du grand soir, il n'était plus dans la logique de la tabula rasa, il ne visait pas à changer la société, il était face à des impératifs liés à des questions de gouvernement, d'ouverture à l'international, de gestion des populations, de gestion des ressources. Et ces impératifs-là sont venus avec tout un set de contraintes qui vont être centraux dans la transformation du mouvement. D'où le titre « Transformed by the People », ça fait un peu populiste comme titre, mais l'idée c'est de dire que le mouvement s'est largement transformé à la suite de l'interaction avec la société. Et que, quelque sorte, c'était une espèce de salafisme à l'envers, c'est-à-dire au lieu de réformer la société sur une perspective idéologique imposée par le haut, en fait c'est plutôt l'inverse qui était en train de se passer. Et donc peut-être qu'on va pouvoir passer un peu sur les logiques de la transformation et après parler un petit peu plus sur l'après prise de Damas et quelles sont les leçons qu'on peut tirer un peu à chaud, quelques mois, à peu près 9 mois, le temps d'un accouchement, sur comment se joue le pouvoir aujourd'hui à Damas. Bonjour, merci à vous, merci de l'invitation et merci d'être venu aujourd'hui. Donc, pour continuer sur la ligne que Patrick vient de développer, en fait, le livre aussi commence par une certaine frustration quand non seulement on étudie ce genre de groupes, qui sont des groupes qui sont décrits comme ayant une idéologie très forte, comme étant inspirés par cette idéologie qu'ils veulent implémenter, peu importe les coûts, que l'on voit également refléter même dans nos interactions avec des diplomates, avec des observateurs étrangers, avec des gens qui interagissent avec ce groupe, où souvent les questions qui reviennent sont quelles sont leurs croyances, quels sont leurs préceptes idéologiques, comment en fait on peut expliquer leurs actions par l'idéologie, parce que c'est quelque chose qui est, quelque part qui est conçu comme étant un a priori qu'on a sur ce genre de groupe. Et donc on a renversé la logique. Ce qu'on s'est dit plutôt, c'est qu'on considère ce groupe comme un acteur politique. C'est un acteur politique et donc il faut l'étudier comme n'importe quel type d'acteur politique, armé ou non armé. Ça peut être comparable à un groupe comme des groupes d'extrême gauche en Amérique du Sud, comme les FARC ou le ELN par exemple. Ça peut être comparable à des groupes nationalistes dans le passé, etc. C'est de comprendre la logique politique du groupe, parce que au cours de nos interactions, ce que l'on a réalisé, c'est que le groupe était beaucoup plus contraint par des facteurs à la fois domestiques et internationaux que par leurs idées elles-mêmes. Leurs idées, en pratique, n'ont pas tant évolué sur le papier. Ils n'ont jamais fait de révolution, de révision idéologique pour dire dans le passé on croyait ABC, maintenant ce ABC est faux et voilà ce en quoi on croit maintenant. Ils n'ont jamais fait ça. Ce qu'ils ont fait, c'est se transformer de par leurs actions politiques. Et ça, c'est à cause de ces contraintes mentionnées, domestiques et internationales. Et donc, si on commence par les contraintes internationales, par exemple, quelle était la Syrie entre 2016 et 2019, quand Jabhat al-Nusra est devenu HTS? On a un pays qui, auparavant, a été contrôlé en partie par des groupes armés dans le sud, des groupes armés dans la périphérie de Damas, ou dans des îlots isolés au sein du pays. À partir de 2018, ils ont commencé à perdre toutes ces autres zones territoriales et seule une zone a survécu, qui est la zone du nord-ouest à Idlib. Énorme contrainte, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer de la façon dont on avait commencé. Ce qui était une situation où il y avait des dizaines, voire des centaines de groupes qui se battaient parfois ensemble, parfois les uns contre les autres, avec différents sponsors étrangers qui imposaient leurs agendas. Ils ont réalisé qu'après avoir perdu une grande partie des contrôles sous leur territoire, ils ne pouvaient plus continuer comme ça. La seule alternative, c'était de s'unifier. C'était d'unifier une gouvernance, un projet unique, également une force militaire qui amènerait tous ces groupes à être ensemble, avoir une très forte coordination, à être beaucoup plus sur un modèle d'une armée quelque part que sur un modèle factionnel qui était dans le passé. Après, internationalement, ils avaient perdu quasiment tous leurs sponsors. Le groupe HTS était encore listé, et c'est encore le cas jusqu'à maintenant, comme une organisation liée à Al-Qaïda et à l'État islamique, donc considérée comme terroriste par la plupart des États étrangers. Et leur solution, en fait, leur seule alternative au niveau régional, c'était de dépendre de la Turquie.
ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés en alliance avec la Turquie, parce qu'il y a toujours eu des tensions. C'est plus une entente entre les deux partenaires qui cherchaient la même chose, en fait, au final. La Turquie voulait préserver une partie de la Syrie sous le contrôle de l'opposition, parce qu'elle pensait que si le régime reprenait ces zones-là, ça créerait une nouvelle vague de réfugiés qui aurait déstabilisé le pays. Et HTS, malgré sa force militaire, malgré sa coordination avec d'autres forces de l'opposition armée, ne pouvait pas protéger, ne pouvait pas être le protecteur de cette zone syrienne par lui-même. Il lui fallait un acteur étranger. Donc ça, c'est au niveau international. Après, au niveau international, également, le groupe n'avait pas assez de ressources pour subvenir aux besoins de la population, le système hospitalier, de l'éducation, etc. Après, au niveau domestique, il y avait des vraies pressions également. Le groupe venait avec un background idéologique assez fort, avec un projet d'État islamique par rapport auquel la population n'était pas alignée. La population n'était pas d'accord avec ces normes-là que le groupe aurait voulu imposer sur la séparation des genres dans les lieux publics, l'interdiction de la cigarette, des normes assez strictes au niveau religieux. La population n'en voulait pas. Donc, ces contraintes domestiques et internationales ont forcé le groupe à faire des concessions. Au niveau international, par exemple, le fait de dépendre de la Turquie a rendu le groupe dépendant de l'entente entre la Turquie et la Russie, ce qui imposait des concessions à HTS lui-même. Par exemple, la Russie demande à la Turquie de demander à HTS d'avoir des patrouilles partagées militaires entre la Russie et la Turquie dans les zones de l'opposition. Ça demande aussi de respecter un cessez-le-feu après mars 2020, etc. Donc tout ce genre de demande force HTS à faire des concessions parce qu'il n'a pas le choix. Mais du coup, ces concessions déstabilisent le mouvement à l'interne. Il y a des réticences, il y a des oppositions, il y a des gens qui s'opposent à ça. Et donc le groupe est obligé de se transformer, de marginaliser ces radicaux, de mettre au pouvoir des gens autour du premier cercle qui sont alignés avec cette nouvelle vision et de repenser même l'approche à la gouvernance de façon différente. Par exemple, le groupe, quand il était à Jabhat al-Nusra, il disait on doit appliquer la loi islamique de façon salafiste, donc on regarde que les sources de la religion et on implémente ça. C'était la vision auquel le groupe croyait. Mais une fois qu'il est devenu gouverneur, il a réalisé que continuer à être sur cette vision-là donnerait un pouvoir énorme aux juges indépendants, aux juges qui seraient nommés par le groupe, qui pourraient interpréter le droit islamique de la façon dont ils le voudraient, et potentiellement ça pourrait avoir un impact domestique ou international. Si les juges décidaient d'implémenter les facettes les plus strictes du droit islamique. Donc le groupe, sur le point de vue de la gouvernance, par exemple, a dû aussi se transformer, a dû reconnaître qu'on doit codifier la gouvernance, que ce qui compte au final, c'est la compatibilité du droit islamique avec ce qui était implémenté localement. Et donc, au final, c'était d'avoir un groupe de penseurs religieux autour du groupe qui pourrait, en fait, au final, décider qu'est-ce qui est compatible ou pas avec la loi islamique. Donc, ce qui comptait n'était plus autant la compatibilité ou l'essence du droit islamique que simplement la compatibilité de ce qui était vu comme le droit islamique avec la vision du leadership de HTS. Et donc, dans le livre, plutôt que d'entrer dans tous les détails, on essaie de couvrir toutes ces dimensions-là. L'approche à la religion dans la gouvernance, l'approche aux communautés religieuses, communautés religieuses à la fois non musulmanes, donc les chrétiens, les druzes, et les communautés musulmanes soufis, par exemple, dont les salafis s'opposaient à une grande partie de leur pratique. Donc, on examine la transformation du groupe comme d'un groupe élitiste à un groupe qui, au final, à partir de 2024, essaie de représenter la population en tant que telle, et donc doit s'aligner sur sa vision religieuse, doit redonner un statut aux minorités religieuses et ce genre de choses. Après, nous ne disons pas que le groupe est devenu modéré. Le terme modéré est un problème parce qu'il dépend des sociétés et ça peut être très, très relatif. Et le groupe avait aussi des pratiques qui restaient dures. Dans le sens, il a fait beaucoup de concessions parce qu'il a compris que le but au final, c'était de maintenir la représentation politique des régions occupées par l'opposition syrienne. Donc c'est une logique de prioritisation, c'est que la dissidence politique n'était pas acceptée, le groupe maintenait un contrôle total sur la représentation de la région, et il y avait beaucoup de soupçons sur d'autres entités ou des groupes qui auraient voulu représenter la Syrie à l'étranger de la région de Idlib. Donc il y avait une répression sur ces dimensions-là.
tout en ouvrant sur d'autres facettes, sur les minorités religieuses, sur les conventions sociales et ce genre de choses, en renonçant en fait à l'implémentation du projet idéologique qui avait été le sien en tant que Jabhat al-Nusra. Et donc, on avait plus ou moins fini le livre en fait à l'été dernier, parce qu'on avait pensé que la transformation de HTS avait été une transformation donc, qui était politique dans une direction, et qui, même si elle n'avait pas été transcrite avec des nouveaux facteurs idéologiques, en disant qui décrirait qu'est-ce que le groupe maintenant, on pensait que cette transformation était définitive et ne pouvait pas revenir en arrière. Parce que ce n'était pas juste un choix pragmatique de faire des concessions qui ensuite, une fois que le groupe est plus fort, il peut revenir dessus. Parce qu'entre-temps, tous ces choix tactiques avaient amené une transformation stratégique qui avait remodelé en fait, le groupe et son leadership et qui étaient les cadres et ce genre de choses. Donc même si la situation changeait, on ne pensait pas qu'il y avait une possibilité de re-radicalisation, entre guillemets. Mais du coup, on ne savait pas réellement quelle était l'étape suivante. Et c'est là où l'opération a commencé, l'opération de conquête de Damas, en novembre, qui a pris une dizaine de jours. Et je pense qu'on a encore à peu près 10 minutes, donc tu peux continuer sur l'après-victoire de décembre. Merci Jérôme, le ping-pong continue. On a un problème de qualification avec HTS. Et en fait, en bout de course de notre bouquin, on s'est dit, bon, c'est relativement facile de dire ce qu'ils sont plus ou ce qu'ils n'étaient pas. C'est beaucoup plus difficile de dire ce qu'ils sont vraiment. Donc on a commencé à cocher des croix sur ce qu'ils sont plus. Donc on a commencé à dire c'est pas des salafistes, vu que les salafistes sont dans leur politique fondamentalement animés par le désir de changer le credo et les doctrines et la religiosité des sociétés qu'ils contrôlent. Et là c'était plutôt l'inverse. Donc c'était plutôt du salafisme à l'envers, HTS de facto. Ensuite, on peut pas dire vraiment que c'est des djihadistes, vu que depuis 2020 jusqu'à l'hiver 2024, contre l'avis de tous les autres groupes présents sur la place, y compris ceux qui n'étaient pas du tout djihadistes, HTS a imposé, parfois par la manière forte, un cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la Russie pour préserver le statu quo et le rapport de force existant à Idlib. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas vraiment non plus des gens qui sont mus par un esprit d'opération militaire à tout craint ou de djihadisme. Ils n'étaient pas non plus d'ailleurs dans l'idéologie djihadiste, mais on ne va pas en revenir trop là-dessus. Troisièmement, c'est pas non plus des frères musulmans. Ils n'en ont pas ni ni l'affiliation idéologique, ils n'ont pas la sociologie des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement d'implantation très large, c'est un mouvement social. Eux étaient un truc beaucoup plus élitiste, armé, petit. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on qualifie ce qui s'est passé ? On s'est concentré sur la dynamique de transformation. On va dire, finalement, ce qui s'est passé, c'est que HTS, en 6-7 ans, s'est recentré idéologiquement sur un centre tel qu'il est défini à Idlib aujourd'hui. En anglais, le terme est pratique, je vais l'utiliser quand même. On a une espèce de mainstreamisation d'un mouvement qui était à la marge du champ du spectre politique et idéologique musulman sunnite ou islamiste, si vous voulez. Et en fait, HTS a fait le pari actif de s'appuyer sur la majorité souvent silencieuse à Idlib pour faire taire, minoriser, et ceux qui le concurrençaient, qui étaient situés à sa droite, si vous voulez, les groupes plus hardcore qu'il a combattus, à commencer par l'État islamique, mais Al-Qaïda également, et les différents groupes de combattants étrangers qui existaient sur la place et qui existent d'ailleurs toujours. La dernière confrontation a eu lieu il y a une dizaine de jours avec Firqat al-Ghuraba, qui est un groupe de combattants étrangers, principalement français. Donc, on arrive avec la prise de Damas, avec un mouvement qui se sera recentré idéologiquement sur un centre tel que défini à Idlib, musulmans, conservateurs, sunnites. L'idéologie n'est pas fondamentale, il y a eu une relative flexibilité, ils se sont largement redéfinis. Et le pouvoir central, cette fois-ci, tombe dans leurs mains. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans la première expérience de Idlib, pendant 5 ans,
qu'on qualifiait de thermidorienne, parce qu'en fait le mouvement va se redéfinir au contact d'impératifs que Jérôme a décrit, de gouvernance, de contact avec la société, de concessions, de transactions, y compris sur l'idéologique. En fait, on arrive à un deuxième moment thermidorien, et c'est le gros moment thermidorien, c'est la prise de l'État, cette fois-ci le cœur, le centre de l'État. Et là encore, précisément en raison de la nature de HTS, le mouvement n'était absolument pas préparé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bataille de Damas a été préparée depuis juin 2024, mais avec l'idée que ce sera la bataille de Alep. Et donc la mobilisation des hommes, la préparation des plans militaires faits par Ahmed Shara visait en gros la reprise de la ville de Alep et ensuite un changement de rapport de force. Ce qui s'est passé après, c'est un mix d'écroulement de régime, on va dire ça comme ça. En fait, c'était beaucoup plus l'écroulement du régime et de l'État que la victoire militaire des rebelles qui a permis de prendre Damas. Il y a eu en tout et pour tout 250 morts du côté des rebelles pendant les 2 jours. Donc, en gros, une bataille à l'échelle d'un pays qui fait 25 morts par jour, c'est donc pas vraiment une bataille, quoi. Donc, Damas tombe en quelque sorte par surprise, et tout à coup ce mouvement très petit en nombre, qui déjà était forcé à faire beaucoup de transactions et à déléguer dans leur poche de Idlib, qui est à peu près la taille du canton de Vaud et Genève réunis, c'est-à-dire pas grand-chose, se retrouve à la tête d'un pays et à la tête d'un État. Alors qu'est-ce qui va se passer ? En fait, assez rapidement, Jolani fait un pari qui consiste à dire on ne peut pas s'ouvrir rapidement. Il faut s'appuyer sur ceux qu'on connaît, ceux auxquels on confiance et ceux auxquels on fait confiance et ceux avec lesquels on a eu l'habitude de travailler. C'est-à-dire en gros HTS, le mouvement avec lequel il a pris Damas. Donc ce qu'on va voir se faire, c'est que progressivement, l'architecture de l'État va être reprise par le haut, et où parfois il y aura des licenciements, parfois les personnes vont être gardées, mais systématiquement, c'est le mouvement militaire qui va placer ces hommes aux positions clés, qui sont les gouverneurs, qui vont être ensuite les responsables de la sécurité, les responsables militaires dans les différents gouvernorats, et progressivement, sur une deuxième couche, ça va être les responsables des différents directorats des ministères présents au niveau local et évidemment au niveau national. Donc il y a bien la logique de la capture de l'État par une organisation militante très limitée en nombre. On parle de à peu près 12 000, 15 000 hommes au maximum. La bataille de Damas a engagé 30 000 hommes, c'est une coalition de groupes armés qui allait bien au-delà de HTS. Et maintenant, le principal défi, c'est celui de la transition. Alors, quand on parle de transition, on a une approche parfois, chez certains en tout cas, de transitologie bien organisée. Il y aura une déclaration constitutionnelle, des élections parlementaires, ensuite une nouvelle constitution et des élections à terme. En fait, selon nous, la vraie transition, elle a déjà lieu et elle a lieu aujourd'hui. Elle n'est pas entre le régime de Bachar al-Assad et un nouvel ordre politique en train de se faire, elle est entre le pouvoir qui déjà existe aujourd'hui au niveau local, fondamentalement basé sur ce couple compliqué entre un petit mouvement militaire et un État, mais le premier en gros tenant plus ou moins le second, avec cette question, comment est-ce que le mouvement, par le haut et de manière volontaire et sans nécessairement sans élection, va progressivement ouvrir le champ du pouvoir à d'autres. Et on voit que la dynamique est en cours. On commence à voir que de cercle en cercle concentrique, premier cercle, c'est bien sûr HTS, le mouvement lui-même. Le deuxième cercle, c'est ceux qui étaient engagés avec eux dans l'expérience de gouvernance de Idlib. Le troisième cercle, c'est en gros le mouvement révolutionnaire au sens large, avec les autres groupes armés qui étaient là dans le nord. Et le quatrième cercle, si on veut bien,
de la nouvelle structure de pouvoir, de la nouvelle Asabiyya, pour plagier Michel Seurat, qui avait dit un jour l'État dans le Moyen-Orient, c'est une Asabiyya qui a réussi. Alors on verra si la Asabiyya va réussir, on n'en est pas encore là. Mais en gros, on voit une logique d'ouverture transactionnelle décidée par le haut, du premier cercle au deuxième cercle, du deuxième au troisième, et en partie du troisième au quatrième. La vraie transition, c'est ça. Alors, quel est le problème de Jolani aujourd'hui, si on revient à la question de départ, qui est la question de la radicalisation, de la déradicalisation, et Jérôme a lâché le terme en termes de néologisme absolument horrible à entendre, mais enfin, c'est pratique, la re-radicalisation. Le problème de HTS, qui était un problème de maintien du pouvoir à Idlib, c'était son aile droite, les groupes islamistes, salafistes, djihadistes, plus durs que lui, qui étaient relativement identifiés. C'était des groupes spécifiques, il n'y en avait pas beaucoup. En termes de numéraire, ils n'étaient pas très nombreux. Idéologiquement, ils étaient parfaitement identifiables. C'était des salafistes djihadistes, c'était parfois l'État islamique, c'était parfois Al-Qaïda, c'était parfois Horas ad-Din, c'était parfois les petits groupes qui tournaient dans cette constellation politique, militante et idéologique. Et en gros, ils savaient faire. Il y avait une espèce de capacité de gérer ces groupes qui mélangeaient du containment, de la pression militaire, de la répression, des deals locaux, des cessez-le-feu, des nouvelles pressions. Mais la stratégie était systématiquement de réduire leur capacité, de les disempower, comme on dirait en anglais, excusez-moi encore, mes néologismes, on ne va pas s'arrêter là d'ailleurs, je pense. Et en fait, le problème de ce vieux milieu, ce viatique djihadiste, salafiste qui existait, qui était vu comme étant le principal problème et qui est encore présenté très souvent par la presse comme le principal problème en matière de radicalisme, en fait, selon nous, n'en est plus un. Les vieux djihadistes ont pris de l'âge. Beaucoup se sont mariés. La plupart d'entre eux voient bien que la scène du djihad est terminée en Syrie et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, sauf à aller repartir en Afrique subsaharienne, mais c'est compliqué, les réseaux sont pas là. Donc quelque part, une grande partie de ce milieu djihadiste initial est juste en train de se ranger. Ils trouvent des positions dans le ministère de la Défense, ils se marient la plupart du temps à des femmes syriennes. Leur préoccupation principale, contrairement à une partie des Syriens, c'est les lifestyles où ils sont, c'est-à-dire ils vont chercher des poches de conservatisme sunnite, et c'est pour ça que la plupart d'entre eux restent à Idlib au lieu de venir s'installer à Alep et à Damas. Et en gros, le problème devient résiduel et n'est plus du tout considéré comme un problème stratégique de sécurité nationale par les dirigeants, à l'exception de l'État islamique. Le nouveau phénomène qui les a pris par surprise et la nouvelle radicalité, à mon avis, à garder en tête et à suivre, c'est comment est-ce que justement ce mainstream, cette majorité silencieuse sur laquelle HTS s'est appuyé pour consolider son pouvoir face aux radicaux qui contestaient sa transformation à Idlib, ce mainstream-là est en vrai mode de surchauffe identitaire. Et en fait, cette surchauffe identitaire est largement liée à la question de l'État, à la question de la capture de l'État et à cette perception que l'État maintenant c'est le nôtre, perception sunnite, et qui a fait que, alors même, et je vais conclure par là, alors même que HTS a été relativement sans ambiguïté dans la gestion, la répression parfois, mais l'affaiblissement constant du vieux radicalisme du début de la révolution, si je veux bien, le salafisme djihadisme pour faire court, les nouvelles autorités au pouvoir aujourd'hui ont un rapport beaucoup plus ambigu à cette nouvelle forme de radicalité. Après, on peut l'appeler un suprémacisme sunnite, on peut l'appeler un confessionnalisme, on peut appeler ça de l'extrême centre si on veut continuer sur les appuis sur les leçons possibles de la Révolution française. Mais le problème de la gestion de cet extrême centre, c'est qu'à la fois
il pose un problème, ça crée beaucoup d'abus et par exemple le ministère des Affaires religieuses essaye de contenir par exemple les discours de haine qu'on peut trouver dans certaines mosquées ou sur certains sites internet ou sur les médias sociaux, mais dans le même temps on voit aussi que systématiquement, dans un contexte de faible capacité numéraire de la nouvelle armée en train de se mettre en place, il y a un besoin de forces auxiliaires dans des situations perçues de risque. Du coup, on va envoyer non seulement la troupe, mais également appeler à une mobilisation populaire pour mettre fin à un début d'insurrection toute balbutiante qu'elle était et mal organisée qu'elle était sur la côte en mars de cette année, et de manière systématique, le recours à ces auxiliaires via des formes de mobilisation populaire qu'on a connues ailleurs dans la région va ouvrir la porte à tous les abus possibles. Et on a eu donc une série de massacres hyper important. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le nombre. On est à plus de 1500 morts sur la côte. Ensuite, nouvel appui sur ces forces auxiliaires, mais aussi beaucoup d'abus de l'intérieur même des structures sécuritaires et militaires du mouvement pour gérer la question de la reprise du sud de Asueda. Et maintenant, on voit une nouvelle potentielle ligne de faille ou de fraction confessionnelle se mettre en place dans la région de Deir ez-Zor. Pour ceux qui suivent la Syrie, c'est important de la suivre de près, parce qu'il n'est pas du tout exclu qu'on se trouve face à une troisième confrontation à venir qui risque de suivre le même mode, c'est-à-dire s'appuyer beaucoup plus sur une société en partie radicalisée par un mainstream confessionnalisé en quelque sorte, dans un contexte où le recours à l'armée devient trop coûteux ou pas forcément efficace, et coûteux à l'international surtout. Et donc ce qu'on voit finalement, c'est que après 9 mois, les nouvelles autorités ont un vrai problème de minorité et de gestion des minorités. Mais selon nous, le problème de la gestion des minorités vient avant tout du fait qu'ils ont un problème de gestion de leur propre majorité, de leur propre mainstream, qui n'est plus ce mainstream qui pourrait être l'indicateur d'un centrisme plutôt acceptable comme c'était à Idlib. À Idlib, le mainstream, c'était un islam conservateur, populaire, un peu mélangeant toute une série de choses, du salafisme, également du soufisme, etc. Le mainstream maintenant, c'est en partie au moins la base d'appui qui tient le pouvoir et qui est prête à utiliser la force pour le garder. Et donc maintenant, on est face à un pays où l'État, en quelque sorte, arrive à contrôler une partie, mais où beaucoup de territoires lui échappent totalement. Et on est face à un vrai défi, je pense, intellectuel et de chercheurs également. C'est comment, dans ce contexte, la question est peut-être posée un peu tôt, mais on peut y réfléchir, comment dans ce contexte-là, où ce qu'on voit, c'est une organisation militaire qui prend les mal en État et qui n'arrive pas à contrôler l'intégralité du territoire, qui cherche soit la confrontation ou des deals transactionnels de court terme, quel type d'État est en train de se mettre en place là autour? Alors, la réponse spontanée, c'est de dire on serait face à deux dilemmes ou deux options. Soit on va progressivement vers un État failli qui s'écroulerait, c'est la thèse de la fragmentation. Soit la thèse inverse, c'est de dire c'est le retour autoritaire. C'est que le prix à payer du maintien des institutions, c'est d'accepter qu'elles soient tenues par un groupe qui, in fine, bien que déradicalisé idéologiquement, reste profondément autoritaire sur le mode de la pratique politique. Et évidemment, nous pensons que la réalité sera un peu plus fine que cela. On va être dans un mode de gouvernance hybride où il y aura beaucoup d'acteurs qui vont intervenir. L'État, à terme, n'aura sans doute pas le monopole de la violence légitime. Sans doute, au-delà de ça, il n'aura pas non plus le monopole de la gouvernance. Et que ce qu'on voit, c'est qu'au niveau local, se multiplient les acteurs qui sont engagés dans le champ de la gouvernance, que ce soit les ONG, que ce soit les actions de philanthropisme local. Très souvent, on voit des gouverneurs qui sont, par manque de budget, contraints de fonctionner comme coordinateurs d'actions d'engagement dans le service public qui se font principalement par les communautés locales. Et donc, à un moment donné,
une des lignes de réflexion à avoir, ce sera comment qualifier cette nouvelle structure de pouvoir en train de se faire, pas tout à fait État failli, mais pas non plus grande reconquista autoritaire d'un État par un mouvement qu'il en aurait pris le contrôle par la force. Et ça peut nous donner une vraie ligne de réflexion et peut-être de questions pour ceux qui seraient intéressés d'aller plus loin de ce côté-là. Merci. Merci beaucoup de ces interventions très intéressantes. Et pendant que vous réfléchissez aux questions, j'aurai 2 questions de contextualisation en fait à vous poser. Je suis très curieuse de savoir. En fait, par rapport c'est la logique de l'analyse qui m'intéresse. Et le titre de votre livre, c'est Transformed by the People. Et le peuple, c'est bien en singulier. Et dans vos interventions, vous avez décrit une réalité où en fait l'État qui est en train de se mettre en place dans la transition est un État où le peuple joue un rôle autrement plus complexe et plus fragmenté enfin, c'est là où on a fini maintenant. Et j'aimerais que vous reveniez un peu dessus. Quel est en fait le peuple aujourd'hui? Quel est le rôle du peuple dans la mise en place de l'État, dans la transition, la création d'un État en Syrie? Et puis par rapport à ce que vous avez écrit vous-même dans vos livres précédents, Patrick, je suis très curieuse. C'est que tout à la fin, on a entendu le mot budget. Les marchés, la partie économique, quel rôle est-ce que ça a en fait dans la mise en place de l'État syrien aujourd'hui? Et je ne peux pas m'empêcher de vous... Moi, je suis politologue, donc on a mis beaucoup le poids dans l'explication ici sur la politique. Et ça, c'est sur le fait que c'est un mouvement politique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être un mouvement politique par rapport à autre chose? Et pourquoi est-ce que c'est tellement important de dire ça de façon répétée, Jérôme? Je suis très curieuse. Donc des petites questions. Et finalement, peut-être, ça, on peut tenir. En tant que chercheur, vous êtes en train de regarder quelque chose qui se passe au présent. Donc, ce que vous dites, évidemment, ça pèse aussi dans un jeu politique. Est-ce que vous pourriez commenter comment vous voyez votre propre rôle dans la mise en place de cette politique? Merci. Merci pour ces questions. Donc, pour nous, c'était important de penser HTS comme un acteur politique parce qu'à cause du biais cognitif quelque part qu'il y a par rapport à ces mouvements-là, où on les voit seulement comme des mouvements idéologiques qui refusent la politique dans le sens à repenser leurs interactions avec d'autres acteurs, que ce soit la population, d'autres groupes, les États et autres, et de supposer que ces groupes ne voient ces interactions que par l'idéologie ou que par l'action militaire. Et en fait, la réflexion politique, c'est quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, quand ils se transforment, ils disent que maintenant on commence à s'engager dans la politique en critiquant les autres de cette mouvance-là, à la fois Al-Qaïda qu'ils voient comme étant comme un mouvement militaire, qui pense qu'au militaire, mais sans savoir comment transformer le militaire en une victoire politique, ou comme l'État islamique qu'ils ne voient comme un mouvement qui se concentre sur la théologie et qui impose sa vision sur les populations et qui pense qu'à travers les textes. Disons, c'est la critique que HTS aurait par rapport à ces mouvements-là. Et eux-mêmes disent que jusqu'à 2017-2018, ils pensaient que politique, ça voulait dire frères musulmans, et c'était contre les frères musulmans, donc ils ne voulaient pas penser en termes politiques. Ils voulaient que penser en termes de la guerre contre le régime, et ensuite advienne que pourra. Alors qu'ils faisaient déjà de la politique dans leurs interactions avec la population, avec les groupes. Ils en faisaient déjà, mais ils refusaient de se penser comme un mouvement politique. Et donc c'est à partir de ce début de transformation qu'ils ont commencé à légitimer le fait qu'on peut avoir un bureau politique, de penser à des interactions politiques et d'aller au fait au-delà de notre système de croyances et de ses conséquences sur ce que devraient être nos actions. Après, sur la dernière question également, disons, il y a eu
un rôle auquel on doit réfléchir en tant que chercheur, dans le sens où on interagit avec le groupe depuis 2019 de façon assez intensive. Et c'est évident que ces interactions, le groupe évoluait et aurait évolué sans ces interactions, mais dans le même temps, il est difficile de nier que ces interactions ont aussi contribué à leur propre réflexion sur eux-mêmes. Dans le sens où d'avoir des interlocuteurs étrangers qui peuvent poser des questions sur ce que vous êtes, ce que vous faites, d'expliquer le système international de façon différente, de donner une nouvelle compréhension politique du possible pour eux en tant qu'acteurs politiques, ça a contribué à cette transformation. Après, c'est difficile à évaluer dans quelle mesure, et ça a contribué également, de par notre rôle, sur la perception aussi de ces transformations par l'étranger, dans le sens où le groupe et ses alliés ont pu prendre le pays en 10 jours, mais cette prise de pouvoir aurait pu être bloquée par les pays occidentaux s'il y avait eu l'intention. Par des moyens militaires, ça aurait été très facile de bloquer ça. Mais sauf que les pays occidentaux ne s'y sont pas opposés parce que leur perception du groupe avait changé. Le groupe restait listé, il n'y avait pas d'interaction officielle avec eux, etc. Mais la perception était différente. C'était plus vu comme une menace, comme les groupes djihadistes au Mali en 2012 qui ont créé l'intervention française, par exemple. C'était vu comme quelque chose avec lequel on pouvait vivre. Donc, ça a contribué d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, le Transformed by the People, c'est vraiment the people of Idlib, parce que c'était de là où la transformation a commencé. Et c'est là où le défi maintenant se pose, dans le sens où le groupe ne connaît pas autant les autres facettes de la communauté, de la société syrienne, comme il connaît celle de Idlib. Et il y a beaucoup d'autres communautés avec lesquelles il n'a pas interagi, pas forcément des minorités religieuses d'ailleurs, des sunnites également, des urbains, des intellectuels, etc., des gens avec qui il n'a pas interagi dans le passé. Donc c'est un défi, comment ne pas être juste en monopolisant et en imposant une nouvelle constitution, une nouvelle vision des choses, qui refuse ou qui donne pas forcément la place à d'autres. Donc ça reste un vrai défi pour le groupe. Comment en fait transposer une expérience qui était limitée à Idlib à la direction d'un État. Je ne sais pas si tu as... Alors, c'est juste le point sur les i. Juste sur le titre. En fait, c'est vrai que le titre, il est à la fois un plan B et il est un peu tronqué. L'idée qu'on avait au départ, c'était d'appeler ce bouquin La Révolution silencieuse, qui capturait en fait l'ensemble du propos. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un mouvement politique change idéologiquement sans faire une espèce d'aggiornamento doctrinaire de fond, et que finalement la logique de transformation idéologique est beaucoup plus tactique, cumulative et non nécessairement stratégisée, volontaire, pensée à l'avance, etc. Le problème qu'on a eu avec ce titre, c'était l'éditeur qui disait mais attendez, les révolutions silencieuses, il y en a plein et partout dans tous les domaines, donc ça va créer du flou et votre bouquin va pas être visible. Donc on s'est rabattu sur le second truc, qui était de dire finalement la transformation du mouvement, elle est d'une part non stratégisée, etc., mais elle est aussi largement le fruit de l'interaction entre le mouvement et son environnement. Je viens à la question du peuple dans une seconde. Et alors on a dit Transformed by the People parce qu'il était effectivement la dynamique de concession idéologique était largement le fruit d'une relation avec un environnement où il a fallu faire des transactions idéologiques et des concessions. Alors, c'est vrai que le peuple, et c'est pour ça que c'est tronqué, n'est pas le seul facteur ou le seul espace de transaction et de compromis idéologique. L'autre grand espace de compromis idéologique, c'était l'insertion dans le système international, les relations avec la Turquie, etc. Sauf que Transformed by the People plus the International Community, ça aurait fait très long pour le titre. Donc en fait, on s'est dit, on va rester au peuple et rester un peu dans le populisme, qui est d'ailleurs le seul populisme qu'on a dans le bouquin. Après, si on prend le peuple au sérieux une seconde, il y a trois facteurs à prendre en compte, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut dire 4 choses. Première chose, c'est que le leadership du mouvement a toujours été extrêmement préoccupé à Idlib de la question de la paix sociale. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir une tension avec son environnement, avec sa base, alors qu'il était en guerre avec le régime. Et c'est pour ça que systématiquement, dès qu'il y avait une tension
qui pouvait être sur est-ce qu'on va ou non récolter l'impôt après la récolte des olives à Idlib, est-ce qu'on va ouvrir ou non un poste de passage avec les zones tenues par le régime ou non. Et dès qu'il y avait un début de manifestation, en général, HTS cédait immédiatement. Donc ça, c'est le premier point, c'est que le besoin de paix sociale fait que le mouvement est très dépendant par rapport à sa population. Le deuxième facteur de dépendance, c'est le pari stratégique même du pari sur les majorités silencieuses. Quand on fait le pari de la majorité silencieuse, du centre, du mainstream, pour en quelque sorte trouver une légitimité face à des acteurs qui sont idéologiquement plus radicaux, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir sur ce centre en partie. Et ça va donner lieu à la réconciliation entre HTS et la référence révolutionnaire et les acteurs révolutionnaires, et à terme avec des groupes qui pourtant étaient très éloignés d'eux, comme par exemple les confréries soufis. Et ça, on le voit, par exemple, c'était tardif, c'est d'ailleurs un des chapitres qu'on a rajouté un peu à la dernière minute, c'était après 8 mois de contestation sérieuse de Jolani par une série de manifestations qui ne vont pas s'arrêter entre mars 2024 et en gros novembre 2024, le mouvement a été extrêmement prudent en gérant cette phase de protestation. Il y aura relativement peu de répression. Il y a eu des arrestations, il n'y a pas eu de morts. Les personnes arrêtées ont été relativement rapidement libérées. Il y a eu toute une série d'engagements des groupes en question. Il y a bien sûr eu des pressions sécuritaires. Ça va de soi. Ils ont tenté de les diviser, etc. Mais les slogans étaient durs. Ils ont repris. En fait, toute la culture anti-Bachar al-Assad, les mêmes slogans ont été repris contre Jolani, et finalement, on voit bien qu'il a temporisé parce qu'il savait bien que c'était son mainstream et qu'il ne pouvait pas le perdre. Et en fait, un des trucs sur lesquels on réfléchit aussi, c'est finalement, il est où l'autoritarisme de Jolani ? L'autoritarisme de Jolani, il est dans deux choses. Il est dans le fait qu'il a une obsession du putsch, beaucoup plus que des mouvements populaires, et que le seul moment où il y aura une grosse répression systématique et organisée à Idlib, c'est au moment donné où Abu Mohamed al-Jolani aura l'impression, à tort, qu'il y avait à l'intérieur même de la structure militaire un mouvement de contestation qui se mettait en place. Et là, il y a eu 123 personnes arrêtées, toutes ont été torturées par la sécurité générale. Après, des deals ont été passés, mais c'est ça qui a lancé en fait cette phase de protestation. Et finalement, ce qu'on voit sur cette idée de la peur du putsch, qui est en fait assez ancrée dans l'histoire de la Syrie, c'est que jusqu'à maintenant, les nouvelles autorités ont un problème de contrôle avec les cadres militaires intermédiaires du mouvement, qui sont maintenant soumis à des séances de formation idéologique dont le but, c'est à la fois de clarifier les positions des nouvelles autorités sur des questions parfois très concrètes. Pourquoi faut-il s'appuyer sur des piliers du système répressif de Bachar al-Assad pour neutraliser les risques d'une insurrection sur la côte, par exemple? C'était parmi les sujets qui étaient discutés. Ou alors justifier l'ouverture sur l'Occident, encore contestée à l'intérieur du mouvement, et laquelle va s'accentuer dans une semaine lorsque Ahmed Shara va annoncer le fait que la Syrie va rejoindre la coalition internationale contre l'État islamique. Donc en fait, l'autoritarisme de HTS, selon nous, il se situe dans deux choses. Un, l'obsession du factionnalisme interne beaucoup plus que des contestations populaires, et deux, le fait que Jolani, à Idlib et les autorités actuelles se présentent
toujours sur l'idée il n'y a pas d'alternative, et qu'ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas d'alternative. Par exemple, l'interdiction des frères musulmans de se reconstituer comme force politique à Damas, ou alors tenir le narratif, quand ils étaient à Idlib, c'est ou nous, ou le retour du régime. Et que cette espèce de raréfaction de la possibilité d'une alternative politique est précisément ce qui est implicitement en train de structurer la transition réelle qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire cette lente ouverture des cercles d'allégeance dont on avait parlé. Sur la question financière, alors j'espérais qu'on n'allait pas la poser. On a des grands spécialistes dans la salle là-dessus, mais on peut dire deux choses. C'est que l'injection de ressources externes sur la Syrie est beaucoup plus lente que prévu, et que le fait de supprimer les sanctions n'est pas tout. Il y a une vraie création, il y a beaucoup plus qu'il faut. Il faut une infrastructure légale, une infrastructure administrative, institutionnelle. Il faut un climat de sécurité, et que tout ça, pour l'instant, est absent. Et effectivement, on a non seulement un problème de ressources humaines, un petit mouvement pauvre en hommes, et en femmes encore plus, qui prend le pouvoir, mais également un mouvement pauvre en ressources tout court. Effectivement, sur la réflexion sur l'État, une des réflexions sera aussi comment est-ce qu'un État peut être préservé en tant qu'ordre institutionnel dans un contexte de carence significative et sans doute durable de ressources. Merci. Merci. Donc, nous ouvrons à tous les spécialistes et non spécialistes dans la salle la discussion. Merci. Et ça serait bien de vous introduire, s'il vous plaît, pour qu'on ait une idée à qui on s'adresse. Merci. Oui, merci beaucoup pour les différentes interventions. Mon nom est Jean-Pierre Raymond, je suis directeur d'une organisation d'action climatique qui s'appelle 2050 Today. Pour la question, deux questions. La première, quelle est la relation avec la Russie ? J'ai vu qu'ils ont trouvé un accord pour maintenir les bases. D'une certaine manière, est-ce que c'est pragmatique ou est-ce que c'est juste pour ouvrir, diversifier le paysage et des alliés potentiels à venir ? Assez étonnant quand même, après tant d'exactions et tant de crimes commis sur ce même territoire. Et deuxième question, est-ce que ce mouvement a vocation à devenir réellement démocratique ou c'est simplement une vue de l'esprit et dont on espère que ça viendra, mais que dans la réalité, ça ne viendra jamais? Est-ce qu'on prend deux, trois questions? Oui, s'il vous plaît. Et j'ai aussi une question. Merci. Merci, Souhail Belhaj Klaz, je suis enseignant et chercheur à l'Institut. D'abord, merci aux organisateurs, Sophie, Dan, Jean-François, parce que c'est important d'avoir un événement sur la Syrie, de remettre la Syrie au cœur du questionnement et de la recherche. Donc merci à vous, en plus en français, bravo. Merci aux panélistes, merci à Anna et puis à vous deux. Alors d'abord un point important, que moi je considère important. Je voulais vous remercier, bien sûr vous êtes chercheur et vous faites votre travail, mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous apportez une plus-value et votre recherche, elle est unique. Il n'y a que vous qui avez pu faire ce travail de terrain et on a des données de première main sur HTS et sur la Syrie politique en général, et ça c'est vraiment capital, c'est très important pour nous chercheurs. Donc merci d'abord pour ça, c'est extrêmement important. Ensuite j'avais deux, trois questions concernant idéologie. Alors il y a un mot que vous n'avez pas beaucoup utilisé qui est plusieurs mots, légitimité, mobilisation, on a beaucoup parlé d'idéologie, mais ici il y a une question qui m'avait frappé à un précédent événement ici à l'Institut. Une étudiante syrienne, elle avait levé la main et elle avait posé la question de savoir, elle avait dit quelle est la légitimité d'HTS maintenant ? C'est quoi sa légitimité politique ou autre ? Sur quoi ? Sur quelle base de légitimité, quelles ressources de légitimité il s'appuie ? Et je trouvais une
question extrêmement simple, mais capitale en fait. Ça rejoint aussi les questions posées Anna. Et donc on a bien vu qu'ils poursuivaient au départ, enfin ils ont ce bagage idéologique, mais très rapidement c'est aussi des objectifs de légitimité, pas de légitimité, de mobilisation à partir de 2019. Enfin, il faut qu'ils puissent fonctionner, il faut qu'ils puissent mobiliser et convaincre une population, et pas seulement sur de l'idéologie. C'est nécessaire, mais pas seulement. Donc je voulais vous poser cette question justement entre ce qui est pragmatique et purement idéologique, etc. Quel est le rôle de la mobilisation? Est-ce qu'ils veulent mobiliser? Qu'est-ce qu'ils cherchent à mobiliser en général? Voilà. Il y avait aussi l'autre question, je me mets à leur place. C'est très utile l'idéologie, puisque quand on doit prendre des décisions et quand on se rencontre pour prendre des décisions, la question de l'idéologie, c'est voilà, nous c'est ça, on a cette idéologie, c'est tel objectif, et donc ça facilite les choses pour prendre des décisions. Mais alors comment ils font pour prendre des décisions en interne s'ils justifient pas toujours au niveau idéologique? Ça c'était une autre question. Et puis auparavant, alors je rejoins ce que disait Anna. La question budgétaire, elle est aussi sur les ressources extérieures et externes. Mais regardez le budget là, de l'État, ça pourrait nous donner une idée aussi sur les priorités politiques qu'ils ont. HTS, qu'est-ce qu'ils privilégient? Et là, ça est reflété par le budget de l'État. Et ma question, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à résoudre un dilemme central en Syrie qui est celui du partage du pouvoir. Vous avez des tribus, vous avez des divisions ethniques, religieuses. Comment, et il y a une légitimité, il pourrait avoir de la légitimité de ce point de vue. Comment est-ce qu'ils vont, par quel mécanisme? Le Ba'ath auparavant était très utile pour ça, notamment au niveau local. Donc voilà, il n'y a plus de Ba'ath, plus ou moins. Donc comment ils vont faire maintenant? Il y a l'armée, mais elle est en train de se constituer. Merci Sol. J'ai aussi une question en ligne que je vous pose rapidement. C'est de la part de Daniel Mayer, qui est doctorant. Et la question qu'il veut vous poser, c'est le changement climatique est-il présent dans les discours des populations et des autorités de votre terrain de recherche? Est-ce un problème supplémentaire à la difficulté de gouvernance de l'État actuel syrien? Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à reprendre. Merci. Merci à vous pour les interventions et pour les questions. Je vais commencer sur la question concernant la Russie. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en comparaison la position du gouvernement par rapport à la Russie et par rapport à l'Iran. Parce qu'en fait, ils font une vraie distinction, malgré que la Russie, quelque part, a beaucoup plus contribué au maintien de l'ancien régime que l'Iran sur les dernières années. Mais pour eux, la Russie, ils ne la voient pas comme un acteur idéologique. Ils voient l'Iran comme ayant eu un engagement idéologique fort sur la Syrie, et donc à partir de là, s'opposer au régime, c'est s'opposer à l'Iran. Pour eux, la Russie, c'est plus une question d'intérêt. Et ils ont compris, dès que la bataille de Alep a commencé, qu'ils pouvaient déjà avoir des contacts avec la Russie. Et donc, quand ils étaient en train de se battre à Alep, ils étaient déjà en contact avec la Russie, de dire à la Russie que la Russie a une présence historique en Syrie, que la Russie n'a pas à partir de la Syrie si le régime s'écroule, et qu'elle pourra retrouver une position dans le pays. Et donc, c'est la position qu'ils ont, c'est une position de dire que la Russie, au final, est beaucoup mieux avec que contre le nouveau gouvernement syrien. Dans le sens où la Russie peut contribuer militairement par de l'entraînement, par des armes, parce qu'une grande partie des armes de l'ancien régime étaient des armes d'inspiration soviétique. Donc il peut encore y avoir une continuité par rapport à ça. La Russie peut avoir aussi un effet négatif, peut inciter à la révolte par l'utilisation des médias sociaux qui peuvent affecter négativement la cohésion de la société syrienne. La Russie aussi peut s'interposer à un délisting de HTS par le Conseil de sécurité à New York. Et donc, il y a beaucoup plus d'intérêt à voir la Russie quelque part en allié problématique qu'en ennemi ouvert. Et ça correspond à la politique générale du gouvernement, qui est celle de faire un équilibre entre différentes puissances étrangères. Le gouvernement ne veut pas être vu comme étant entièrement avec la Turquie ou le Qatar, mais le gouvernement veut en fait faire un jeu d'équilibre. Avoir la Turquie, avoir le Qatar, oui, mais avoir aussi l'Arabie Saoudite, avoir aussi les pays occidentaux, avoir aussi potentiellement la Russie. Bientôt, il va y avoir une
visite dans 1 ou 2 semaines en Chine. Donc en fait, ils pensent qu'en ayant le plus d'interlocuteurs acceptables, quelque part, ça leur donne plus de possibilités d'action. Et donc la Russie s'inscrit dans ce cadre. Et la deuxième question, c'était la Russie. Ah oui, sur la démocratie. Merci. Sur la démocratie, disons, ce qu'on mentionne sur l'expérience de Idlib, c'est que c'était un groupe autoritaire politiquement. Après, il n'y a aucun groupe qui prend, et ça répond en partie à ta question de la légitimité. Au final, on a un groupe autoritaire, oui, qui a pris le pouvoir, avec le soutien d'autres groupes, mais au final, le facteur décisif, c'était HTS. Et donc, il n'y a aucun précédent de guerre civile où un groupe prend le pouvoir et immédiatement le rend à d'autres. Donc leur légitimité dans le court terme, elle est là-dessus. Elle était sur le fait qu'ils étaient la force d'interposition contre le régime avant 2024 et qu'il est le groupe qui a pris le pouvoir et qui a imposé une certaine stabilité malgré ce qui s'est passé en mars et en juillet avec des attaques armées, dans le sens où la Syrie serait dans de bien pires conditions sans un gouvernement central à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, leur légitimité, elle se fait là-dessus. Et après, si on regarde d'autres contextes ou même de façon historique, la construction des États dans les pays occidentaux, il n'y a pas un gouvernement qui donne la démocratie à sa population. La démocratie, quand elle se crée sur un rapport de force entre un État, d'autres groupes, la société civile, la population, etc. Et donc, je ne crois pas à cette hypothèse que des pays étrangers vont donner la démocratie à la population syrienne. Ça ne va pas se produire. Ce qui peut se produire, c'est d'avoir assez d'espace pour la société en Syrie pour qu'à terme, ils peuvent faire pression sur l'État central, imposer des concessions, que ces concessions se transforment politiquement. Et on a vu des prémices très, très préliminaires, mais à Idlib, déjà en 2024, quand, après la suite aux manifestations que Patrick a mentionnées auparavant, le groupe avait accepté le principe d'élection. Ça ne veut pas dire que c'était des élections libres et démocratiques, que c'était une société, qu'il y avait une nouvelle social-démocratie qui s'instaurait à Idlib, pas du tout. Mais ça veut dire que sous pression, le groupe a pu faire des concessions qui ont mené à plus de participation politique. Et donc, s'il doit y avoir une démocratie en Syrie, elle ne sera pas imposée de l'extérieur, elle se créera sur un rapport de force entre le gouvernement et d'autres facettes de la société civile. Ouais. Alors écoute, Sohed, je vais essayer de prendre quelques-unes de tes questions. Je pense qu'il faudra une nouvelle conférence pour les terminer et que personne ne va manger si on le fait. Donc je vais essayer d'être un peu court, ce qui n'est pas non plus ma spécialité. Écoute, sur la question de la légitimité. Alors, je pense que ce qu'on peut dire, pour l'instant, c'est que je vais peut-être retourner la question un peu sur c'est quoi l'ancrage social maintenant de HTS. Alors, tout d'abord, le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est un peu la sociologie de ce mouvement qui a pris le pouvoir à Damas. Et on peut la faire relativement facilement si on regarde un peu les origines des militants, non seulement des hommes en armes, mais aussi ceux qui ont des positions de cadre intermédiaires, ceux qui tiennent les institutions de l'État en réinventant un peu la fonction de commissaire politique qu'on pensait réservée aux Kurdes du Nord-Est. Maintenant, tout le monde a ses commissaires politiques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le portrait type, ce sont des gens qui sont des éduqués, de petites classes moyennes, de petites villes de province. Et quelque part, on revoit un peu ce phénomène de perception par les élites urbaines d'une arrivée de la campagne, quoi. Un peu comme en 63 avec la prise du pouvoir du BAS, où on a à la fois une dimension ville, environnement rural ou plutôt province, et une vraie perception de classe. Et cette perception de classe, elle peut être appuyée localement par le fait que, par exemple, la Deir ez-Zor, c'est principalement les hommes armés de Jebhat al-Nusra, première génération
de la ville de Shahel qui ont pris le pouvoir dans la ville de Deir ez-Zor. Du coup, on parle à Deir ez-Zor de Sawrat al-Shawaya. C'est un peu la révolution des ploucs, quoi. Et c'est pas un compliment dans ce cas-là. À Damas, à Alep, un peu dans la même veine, on parle de l'idlibisation de l'État, également dans une perspective critique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, il y a encore un momentum, je pense, qui existe chez passablement de gens. Et après, il y a toute une logique de désengagement qui est aussi en train de se faire. Désengagement de ceux qui sont en dehors de ces 4 cercles que j'avais mentionnés, les Kurdes, les Druzes, les Alaouites sur la côte, et on le voit notamment face aux échéances électorales. Par exemple, aux dernières élections, la participation ou non dans la constitution de ces corps électoraux de super-électeurs qui auront élu les parlementaires. Donc effectivement, pour l'instant, il y a un momentum qui est en partie confessionnel, je pense. Je dirais, il est d'abord sunnite avant d'être autre chose. Et ensuite, ce qu'on voit maintenant, c'est en train de se constituer, c'est le retour de la question de classe. Tout simplement. C'est-à-dire que les élites se demandent quelle est leur place là-dedans. Les urbains voient la domination des ruraux et qu'à terme, ça risque de créer des problèmes. Et en fait, si on prend la question de la légitimité du point de vue du pouvoir, le point de vue du pouvoir a avant tout constitué, là je dis une banalité totale, son premier pas, et si tu avais posé la question des priorités, son premier pas, c'était la légitimité internationale. Et tous les efforts ont été mis là-dessus, pas forcément à tort d'ailleurs. Quand HTS prennent le pouvoir à la mi-décembre, la position saoudienne était encore très incertaine. Tout le monde avait en tête le scénario contre-révolutionnaire mené ou soutenu par des États comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, etc., dans plusieurs des pays de la Révolution, la Tunisie d'abord, enfin en secondaire, l'Égypte peut-être d'abord. Et du coup, il avait toutes les raisons d'être méfiant et de considérer que la clé, c'était de mettre à zéro le compteur des problèmes avec la région et au-delà. Et c'était le terme qu'il utilisait en arabe de manière assez systématique, tasfir al-mashakil. Et là, il a réussi. Il n'y a pas de contre-révolution en marche menée par les États des pays du Golfe. De facto, le seul spoiler actif à l'international, c'est les Israéliens. Et ensuite, comme l'avait mentionné Jérôme, si on a été surpris par la prise de Damas, je pense que la prise de Damas a été suivie immédiatement par une autre surprise. C'était quand même la facilité exceptionnelle, positive ou négative, ça l'histoire le dira, par laquelle ce mouvement djihadiste classé terroriste, avec des personnes à sa tête, eux aussi classés terroristes, à commencer par Jolani lui-même, il a quand même sa tête était mise à prise à $10 millions par les Américains. Comment tout à coup il y a eu un défilé de courtisans arabes et courtisans, peut-être pas exagéré non plus, un défilé de visites de très haut niveau, ministériel, voire plus, qui sont faits au niveau arabe et occidental, et maintenant lentement au-delà. La Russie d'abord, et la Chine viendra ensuite. Et en fait, on voit ce que c'est en train de payer. Donc priorité à l'international. Et maintenant sur les 2 autres enjeux, maintenant, et en vraiment 15 secondes, c'est d'abord la sécurité intérieure. Là, je pense que c'est le grand échec pour l'instant. Et ensuite la reconstitution de l'armée, qui va être un défi énorme, parce qu'il ne s'agit pas de reconstruire une armée de zéro, il s'agit de gérer des pôles de pouvoir et d'influence locaux qui se sont constitués sur 15 ans, et c'est compliqué, et c'est pas seulement les Kurdes, mais c'est aussi ceux-là même qui sont les alliés de Jolani depuis longtemps. Voilà, on voit qu'on a réussi bien à avoir une discussion engagée. On a presque tenu les temps. Merci beaucoup des questions et de la discussion très intéressante. Merci.